Bien le bonjour chère communauté, je suis vraiment en joie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau sourire, c'est un peu plus sympa. Et j'avais envie de venir vous parler comme d'habitude sans filtre. Donc je suis Claire Muriel André, je suis une neuroatypique comme on dit dans les temps modernes. Ceux qui ne sont pas versés côté psychologie le verront peut-être dans d'autres nominations comme l'hypersensibilité, les gens empathiques. Et d'un point de vue plutôt spirituel, on va dire, donc plutôt quelqu'un qui a des capacités métaphysiques, de perception très importantes. Et vous savez, ces dernières années, pour vous qui me connaissez depuis longtemps, à savoir que cette chaîne a très peu d'abonnés parce que j'ai vécu des choses que beaucoup d'entre nous qui sommes dans le monde alternatif engagés et avec une fréquence qui dissonne avec la majorité, ne nous laissant pas enfermer dans des stigmatisations de représentations idéologiques, et bien dans nos vies concrètes, en ce temps, et j'affirme, de guerre psychologique, de guerre spirituelle qui correspond, pour ceux d'entre vous qui seront au fait de cette réalité, vous étant intéressés au sujet à une période sombre pour l'humanité, en correspondance avec ce que les Védas en Inde, dans la civilisation de l'Indus, ont nommé le Kali Yuga, et que dans nos civilisations plutôt occidentales, on va parler du dogme, de l'apocalypse. Et je tenais déjà ici à affirmer que mon propos est plus entre guillemets spirituel que psychologique, et donc vous n'entendrez pas forcément pour l'instant une terminologie en correspondance avec le neuroatypisme, même si je suis au fait de cette réalité depuis l'an 2016. Alors pour la petite histoire, en fait, en 2016, je vais regarder un film qui s'appelle Temple Grandin, issu d'une histoire vraie, du nom de cette femme, qui va être diagnostiquée donc, avec le syndrome Asperger aux États-Unis, avec une recommandation médicale d'internement. Et la maman va se battre pour refuser en fait cette mise à distance, et va se battre et pour donner le langage à son enfant qui était beaucoup plus dans le monde empathique, de la télépathie et des perceptions par ses capacités subtiles de la réalité, donc plutôt en lien, ce qu'on pourrait nommer dans le langage moderne spirituel, le langage de la lumière, et qui va donc apprendre à se socialiser, communiquer avec les autres humains par le langage, et va finalement, grâce au soutien d'amour de sa mère, beaucoup plus adaptée à la société, donc on pourrait qualifier d'un point de vue psychanalytique comme neurotypique, et dans le langage moderne on pourrait dire une maman sur le chemin du réveil et une enfant indigo, cristal, ça serait plutôt les terminologies modernes, mais on est autour des années 50. Et en fait, elle va carrément aller jusqu'à l'université, et cette femme va changer le système d'abattage des bovins, parce qu'elle ressent la souffrance animale, et elle sait que mourir dans la peur, c'est terrible. Et donc, elle va centrer ses études dans cette direction, et ce qu'elle a ressenti de sécurisation par une technique de réassurement, par le fait de se mettre dans une machine pour en fait se sentir sécurisée, eh bien, elle va offrir cette technologie aux bovins, de manière à les accompagner, les sécuriser jusqu'au moment du départ. Et elle va, je ne sais plus si c'est 40 ou 60% des abattoirs aux États-Unis qui vont adopter sa découverte, qui n'est pas que dans une conscience énergétique, émotionnelle, spirituelle de l'animal, mais qui a une réalité factuelle et mesurable au niveau de l'hormone de la peur, au niveau de certaines manifestations tangibles dans le corps biologique d'un animal qui sait très bien d'un point de vue subtil et supérieur ce qui va lui arriver. Et quand j'ai regardé ce film, j'ai eu un déclic interne à un moment donné de ma vie où j'avais une sécurité
une confiance en moi, parce que ça faisait déjà 8 ans que j'étais guérisseuse de l'âme, à transmettre à mes consultants les techniques qui m'avaient été utiles pour moi-même, pour me déprogrammer de la normalisation qui me faisait tant souffrir. Et dans l'ignorance à l'époque de cette différence, eh bien, j'ai eu la chance, dans l'insouciance, de suivre ma guidance intérieure et de me retrouver donc à étudier, par exemple en 2003 jusqu'en 2005, La prophétie des anges, mais pas le roman ni le film, hein, les leçons de vie à travers des ateliers que j'ai réalisés de manière autodidacte pour vivre les révélations. Et en 2008, j'étais dans la 9e avec si vous voulez, un tapis rouge qui s'est déroulé sur mes pieds. Et je suis partie de la Bourgogne pour aller dans la haute vallée de l'Aude, connue par rapport au monde du Garage, mais aussi à travers les trésors et les mythes et légendes associés donc en fait à Rennes-le-Château, avec l'histoire des Templiers, la descendance de Jésus, le passage de Marie-Madeleine, la présence en fait des extraterrestres et donc de certains ovnis, donc objets volants non identifiés, qui seraient en lien avec cette petite montagne. Et tout ce qu'elle a fait parler d'elle en fait en 2012. Et d'ailleurs, je serai sur place en 2012 puisque je vais emménager là-bas en 2008. Donc, si vous voulez, ce dont je vais vous parler, ce n'est pas de la théorie. C'est de l'expérience vécue à travers la conscience, de la guidance, de la pratique. Ce n'était pas une dynamique intellectuelle que de m'intéresser aux révélations de la prophétie des Andes et de m'en arrêter à l'époque au livre puisque le film est arrivé après. Mais vraiment de ressentir, en le lisant déjà le roman, que je vivais des synchronicités dans le langage jungien très significatives, en synergie avec les révélations. Et après, j'avais envie vraiment de me légitimer par rapport à cet atypisme. C'était impulsif, c'était compulsif et ça a été probant, puisque voilà. En 2008, 5 ans plus tard, changement total de paradigme et j'ai complètement lâché la société, à savoir qu'entre l'an 2000 et l'an 2008, 2007 pour être exact, je me suis battue comme une lionne pour me réinsérer professionnellement et me réorienter. Et en fait, ce que j'ai vécu, c'est que mon atypisme n'a eu de cesse de m'ouvrir les portes et de les refermer juste derrière, et je ne comprenais rien à ce que je vivais. Parce que n'étant pas à même de m'arrêter aux masques sociaux de l'hypocrisie, je ressentais plutôt la guidance interne, et d'âme à âme, tout va toujours très bien en général la plupart du temps, et c'est plutôt à travers justement le temps entre le moment de l'entretien et après, qu'il y avait des retournements de situation que je ne comprenais pas. Et en même temps, impliquée comme ça pendant 7 ans dans divers projets très engagés, j'avais une sécurité mentale. Puisque je n'étais pas inactive, je n'étais pas à ne pas savoir où je vais, ce que je veux, j'étais à expérimenter et à prendre une direction et à mettre des actions cohérentes en relation. Mais pour autant, ma franchise, ma droiture, mon perfectionnisme, ma volonté d'intégrité et de précision et d'exigence et d'être sans filtre, à dire tout ce que je pense et à penser tout ce que je dis, si vous voulez, quand les gens étaient en face de moi par rapport à des recrutements, par exemple, eh bien, ils étaient emmenés avec moi dans ma sphère. Parce que le neuroatypisme, c'est la difficulté à s'adapter à la normalisation. C'est ma vérité aujourd'hui, à vous de voir si ça fait écho ou pas. Et donc, je me suis passionnée pour beaucoup de choses. Et au vu de mon chemin de vie, très souvent dans l'enfance, nous vivons des choses qui vont ensuite plus ou moins déterminer nos attractions et répulsions, que ce soit dans nos relations ou que ce soit dans nos passions. Et beaucoup aujourd'hui, malheureusement, avec la crise économique qui s'installe depuis des décennies, de plus en plus de jeunes soit sont en scission, séparation et vont révéler une hypersensibilité, une hyperémotivité. En fait, ils vont devenir, entre guillemets, malades d'une inadaptation à une société malade qui voudrait les éteindre. Et puis ceux qui se laissent éteindre pour en fait avoir l'adhésion au groupe vont certainement beaucoup plus facilement faire des études, avoir une réalisation professionnelle et financière associée. Mais pour cela, il va falloir être dans la compétition
compétition et dans des mécanismes de domination pour en fait écraser les autres afin de trouver sa place. Je pense que c'est assez extrêmement rare que des gens arrivent à avoir un équilibre entre une vie interne et une vie externe dans une société capitaliste, matérialiste, qui prédomine et qui soutient l'amour du pouvoir plutôt que le pouvoir de l'amour. Et donc, quand je me suis retrouvée dans la haute vallée de l'Aude, c'était à la suite d'une année où j'avais complètement tout lâché, parce que j'étais dégoûtée en fait. Vous montez des tas de projets, tout le monde vous dit, dans les experts que vous rencontrez, que vous êtes dans les clous, mais finalement, c'est parce que j'étais surefficiente. Donc intellectuellement et émotionnellement, j'ai plus de 130. Mais pour moi, ce sont des chiffres à l'époque, qui aujourd'hui, ça se trouve, ne seraient plus du tout cela. En tous les cas, en 2016, avec Temple Grandin, le déclic que j'ai eu, donc après 8 ans de réalisation en tant que guérisseuse de l'âme, qui ne m'a jamais permise de me libérer de la couverture des minima sociaux, puisque ça m'apportait un confort, une sécurité, n'ayant pas vraiment d'impôts à payer, que ce soit par le... 2 fois, je me suis déclarée auto-entrepreneur pendant 1 an, à l'époque où on pouvait bénéficier de l'ACRE, et donc le maintien des minima sociaux cumulables au chiffre d'affaires de l'expérience de se lancer en activité, et aussi par le biais de 2 associations. Et je n'ai jamais cherché à faire un chiffre d'affaires qui allait m'amener à l'autonomie matérielle. C'est maintenant. Maintenant, avec la maturité, 2026 et 2008, ça fait donc 18 ans d'expérience majeure. Et en 2016, il y a eu un déclic qui était celui que je comprenais beaucoup plus Temple Grandin que les gens qui ne la comprenaient pas et qui la stigmatisaient. Et je me souviens que ça avait généré une déflagration interne, parce qu'on n'est pas dans de la fiction, même si la fiction peut aussi générer ce type de réaction interne, émotionnelle ou psychologique. Là, c'était une certitude qu'il y avait un truc. Et donc, j'ai découvert très peu de temps après le test Aspie Quiz que j'ai réalisé en 2016, où à cette époque-là, j'avais obtenu 137 de neuroatypisme pour 71 de neurotypisme. En 2023, j'ai fait le RAADS, qui est un autre type de test utilisé par les professionnels, c'est important aussi de le préciser, c'est-à-dire que c'est disponible sur internet gratuitement, donc si vous vous posez des questions, vous pourrez aller les faire. Et là, j'avais obtenu 187, qui en fait, les 2 résultats amenaient très probablement ce profil. Et en 2019, lors de mon suivi du revenu de soutien à l'ascension, à l'amour et à l'autonomie, nommé couramment le RSA, la personne qui me suivait, en fait, était une psychologue. Et au vu de ce qu'elle ressentait de qui je suis, elle m'a recommandé de solliciter le CRA et d'entreprendre les démarches de reconnaissance de mon neuroatypisme. Je préfère le nommer ainsi parce que c'est moins sclérosant et enfermant que le syndrome Asperger. En plus, quand tu dis Asperger, en fait, tu connectes le docteur nazi du même nom qui avait la mission de récupérer des enfants qu'on ne pouvait pas normaliser avec le gouvernement nazi et voir comment ce médecin pourrait trouver des voies d'utilisation de ces enfants pour éviter on dirait l'euthanasie, mais en fait non, l'assassinat. Et du coup, il avait dégagé un profil d'enfant qui avait une impossibilité d'obéir à une autorité dont il ne reconnaissait pas la légitimité. Excusez-moi, j'ai posé une prothèse dentaire il y a quelques jours, donc il va falloir quelques mois pour que l'addiction revienne comme auparavant. Et donc voilà, il a défini un profil qui est maintenant récupéré par le monde médical, de l'étude de l'esprit et des comportements neurologiques. Et donc je préfère utiliser l'aspect neuroatypique parce que ce n'est pas la majorité. Et donc c'est un fonctionnement qui est autre. Ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'ils ont bien observé qu'en effet, c'était une autre manière de fonctionner. Et vous avez un courant qui le stigmatise comme une défaillance, et un autre courant qui le stigmatise comme une différence. Enfin, ils ne le stigmatisent pas justement, ils le reconnaissent comme une différence. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des handicaps d'adaptation à la normalisation et à la société,
de par cette différence, où ceux qui sont dans ce syndrome Asperger sont dans l'impossibilité de dire autre chose que ce qu'ils pensent, dans l'impossibilité donc de mentir, et avec une sensation plus ou moins frappante en fonction de l'être, du véhicule qui a cette spécificité, mais de l'être qui anime ce véhicule, qui va amener en fait à des crises plus ou moins évidentes. Et il est clair qu'avec l'évolution de la psychologie et de l'intérêt que l'on va porter aux enfants, les enfants plus récemment nés vont avoir un avantage que moi je n'ai pas eu, c'est un avantage d'écoute, n'auront pas de sévices corporels dans l'éducation qui chez nous dans les années 70 était courant. Le martinet était vendu en grande surface, hein, pour rappel. Voilà, donc ça c'est un plus aujourd'hui, donc ces enfants peuvent davantage exprimer leur atypisme et donc leurs émotions associées de frustration. Et en même temps, le truc c'est que la société devient de plus en plus sectaire, matérialisme et normée. Et de ce fait, à la fois on leur laisse plus de possibilités de s'exprimer, mais en même temps ils ont beaucoup moins de sécurité, puisque le monde est en permanence mouvant, et les parents sont en permanence, pour la grande majorité, anxieux, inquiets, et donc manquent d'énergie et de disponibilité pour vraiment accueillir leur enfant et l'aimer dans cette différence et la valoriser. Moi j'ai eu la chance donc, de naître dans les années 70, donc je n'ai pas été reconnue, je me suis auto-diagnostiquée donc, en 2016, et quand j'ai eu cette psychologue, elle a confirmé une piste sérieuse et elle me recommandait de m'engager dans la reconnaissance. Mais en 2019 est arrivé, comme vous le savez, en fin d'année, ce qui s'est passé et ce qui s'est ancré depuis 2020 avec une nouvelle réalité qui nous dirige vers la 4e révolution industrielle. Et moi j'ai eu des flashs très forts du nazisme et de cette mémoire, et en plus avec la clé vibratoire du nom, avec le terme Asperger. Donc ça, vous voyez, c'est un langage plutôt spirituel dans ma communication, mais en psychanalytique, on va parler d'archétype. C'est-à-dire que le mot connecte à un archétype d'enfant qui était avec une épée de Damoclès de mort au-dessus de la tête et que le docteur Asperger a étudié pour essayer de les sauver et de les utiliser par rapport à leur surefficience. Parce que le fait d'être défaillant dans la lecture des masques sociaux, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, hein, la plupart des gens fonctionnent dans le faux self et les gens s'entendent très bien dans la comédie dell'arte. Or, les neuroatypiques dans le syndrome Asperger, ça marche pas. Donc du coup, on est un peu largué. Et pour ma part, la première partie de ma vie où ça n'était pas du tout nommé ni reconnu, quand ma mère a vu que je ne parlais pas et que j'ai commencé à parler seulement à l'âge de 3 ans et demi, je baragouinais quelques mots-clés juste avant, lorsque je suis rentrée à l'école maternelle pour directement avoir des phrases construites d'un enfant de 6 ans, étant donné qu'elle n'était pas vraiment au fait dans l'éducation d'autres enfants autour d'elle dans sa vie, elle s'est pas inquiétée, ça y est, elle parlait. Donc voilà. Et puis à l'époque, j'avais la chance qu'il n'y ait pas de psy qui allait dire « Oh là là, madame, regardez votre fille, c'est pas normal, son comportement, elle a un trouble du spectre autistique, il faut le vérifier absolument. » Et après, le danger, le traumatisme de la définition qui enferme dans une catégorie dysfonctionnante, hein, pour dire les choses comme elles sont. Les enfants et les adultes du TSA à syndrome Asperger, c'est quand même 80% d'invalidité reconnue. Donc on n'est pas dans quelque chose de la reconnaissance d'une différence qui engage une adaptation, une difficulté certes, mais avec tout un suivi, un accompagnement et un soutien de légitimité de sa différence pour en jouir. Hein, et c'est là où je vais m'orienter maintenant. Donc pour vous qui me connaissez depuis un certain temps, donc je ne me suis pas fait reconnaître en 2019-2020 parce que j'ai tout de suite vu la mascarade de l'opération psy qui était mise en place dans la suite et la continuité de ce qui s'était placé en 2009 avec le H1N1. Et déjà à l'époque, en 2009, j'avais eu des flashs. Alors à savoir que je ne suis pas médium à avoir tout le temps des informations auditives ou visuelles par des visions et une connexion avec des guides, une entité qui va me dire ce que je dois faire ou pas. C'est en moi, mais ça n'intervient que si je n'arrive pas à le métaboliser dans la conscience de l'aspect rationnel. Donc là, par exemple, 2009, je suis à Rennes-les-Bains, j'ai emménagé depuis quelques mois.
Et quand il y a ce truc qui arrive avec Roselyne Bachelot, souvenez-vous, toutes les dizaines de millions de doses qu'elle avait achetées, et toute la campagne de peur qui avait été faite à l'époque, qui était pour faire sortir du bois tous ceux qui étaient justement ce qu'on a appelé 10 ans plus tard les antivax et les complotistes. Mais moi, à ce moment-là, je ne suis pas du tout dans ces trucs-là. Je suis plutôt récupérée par l'égrégore spirituel New Age, même si je n'ai vraiment jamais rentré là-dedans, puisqu'avec un père témoin de Jéhovah, je ne peux pas, et avec mon profil, rentrer dans une normalisation. Donc c'est mon petit cadeau de protection, même si c'est loin d'être confortable, puisque la plupart de la majorité des gens ont besoin de se retrouver en groupe et de se reconnaître dans des idéologies communes. Et on voit d'ailleurs les clivages et les guerres de communication et de relations en conséquence que ça peut engager en politique, en religion. On ne va pas épiloguer là-dessus, mais en tous les cas, voilà. 2019, je sais que, et 2009, j'ai littéralement déménagé de là où j'étais pour ne pas donner mon adresse à l'époque où il n'y a pas cette informatisation actuelle, et j'ai déscolarisé mon fils par protection parce que j'ai eu le flash et la vision de voir des injections faites à l'école sans l'autorisation des parents, et nous n'y sommes pas encore, et j'espère que nous n'irons jamais dans cette direction parce que nous serons suffisamment nombreux à nous réveiller face à l'intolérable et à traverser l'inconfort de la dissociation du collectif, parce que c'est loin d'être agréable que de nager à contre-courant. Il faut beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force que d'aller suivre le courant de la majorité, mais nous sommes là pour ça. Et donc en fait, les années sont passées, et grâce à j'ai eu une légitimité 2020-2021 de ce que j'avais vu, puisqu'en fait c'était factuel, donc ça a été acté, et c'était magnifique de voir ces millions, c'est important de garder ça à l'esprit, ces millions de Français que si dans les masques sociaux ils portaient le masque de la honte, ils n'ont pas, même ceux qui ont fait les injections, certains l'ont fait par obligation alimentaire, faut quand même bien le comprendre, ou sous pression sociale ou familiale. Et c'est pas grave en fait, puisque nous sommes dans ma vérité propre, après à toi de voir si ça fait écho pour toi, nous sommes des êtres spirituels qui nous expérimentons dans la matière à travers un corps matériel mortel, et nous sommes des êtres spirituels éternels, donc ils ne pourront jamais tuer notre conscience. Par contre, oui, c'est clair que des études ont été menées, pour ceux d'entre vous qui vous êtes intéressés au courant complotiste, vous le savez, il y a pas mal de choses qui peuvent être dites sur le sujet, et je ne vais pas entrer là, puisque ce n'est pas l'objectif de cette chaîne Cyrénéa. Cyrénéa, en fait, c'est l'aboutissement de 18 ans d'expérience professionnelle en tant que guérisseuse de l'âme, mais cette expérience professionnelle est indissociable d'une expérience individuelle dans mon quotidien et dans ma vie, puisque je ne peux pas séparer les deux. Je suis quelqu'un qui n'est pas de casquette. Je ne peux pas avoir une communication d'une certaine dynamique variable en fonction de mes interlocuteurs. Je pense tout ce que je dis tout ce que je pense. Par contre, le cadeau que j'ai eu, c'est que né dans les années 70, dans un mouvement sociétal d'expansion, de libération, des us et coutumes, les femmes dans les années 70, ma grand-mère qui est née en 1906, elle a connu les robes jusqu'aux chevilles. Et les robes sont passées au-dessus des chevilles après la Première Guerre. Ensuite, c'est passé au-dessus du genou après la Deuxième. Et c'est seulement dans les années 60-70, surtout avec la Révolution de 68 en France, que là, les jupes sont allées vraiment beaucoup plus haut. Donc on est passé d'un extrême à un autre. C'est l'humain qui fonctionne souvent ainsi. Et donc j'ai eu la chance de naître à l'époque des 30 Glorieuses. Et donc mes parents, ils avaient l'abondance financière, et ils avaient cette joie et cette foi dans le futur. Donc il n'y avait pas cet aspect anxiogène que les enfants de nouvelles générations actuelles vont ressentir de plein fouet, l'insécurité qui les entoure et qui peut les amener bien davantage dans des saturations énergétiques informationnelles, et donc du coup avoir ce qu'on appelle les crises des neuroatypiques. Donc cette chaîne aujourd'hui va s'orienter sur une information spirituelle pour ceux qui sont dans ce mouvement et qui veulent passer de la théorie à la pratique, pour les anciens, pour ceux qui se réveillent en ce moment à travers cet outrage de cet extrême matérialisme qui met en danger quand même notre écosystème et même notre espèce,
eh bien, cette chaîne va avoir pour prétention de donner les outils que j'ai trouvés et qui connectent en fait à des masses vibratoires informationnelles, ce qu'on appellera dans le courant spirituel moderne des égrégores, c'est-à-dire aujourd'hui la science en neurosciences nous montre que nos pensées émettent des ondes. Et il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, il n'y a qu'à regarder le téléphone, hein. C'est par les ondes que ma voix est captée et mon image est retranscrite à travers une technologie. Et que de ce fait, non, je ne vais pas me brancher au futur, je reste ici maintenant, merci. Il y a un petit bug entre ce que je voulais dire avec la raison et ce que je reçois, donc à travers mon corps biologique, et ce que je reçois à travers mon cerveau droit et donc mon corps astral. Et donc voilà, j'ai ce besoin, cette joie et cette envie que de vous transmettre des outils qui fonctionnent, parce que je les ai expérimentés, et bien sûr, pour vous aider à aller plus loin que la théorie à travers l'expérience concrète dans vos vies, et donc de créer en fait une association avec plusieurs outils, la prophétie des Andes, on est en Amérique latine. James Redfield a fait un ouvrage absolument extraordinaire, puisque aujourd'hui c'est un égrégore, ah oui c'était là-dessus que j'en étais, de dizaines de millions d'individus, qui peut faire contrepoids à des idéologies dogmatiques religieuses. Et parce que spiritualité et religion, très souvent c'est associé alors que ça n'a rien à voir, c'est même l'opposé. La spiritualité c'est l'étude de l'esprit. Et donc se réveiller au fait que la conscience est hors du corps, et que le corps est un décodeur de la conscience. Et qu'il y a des véhicules, des corps qui sont dysfonctionnants et qui n'ont plus l'aptitude à accéder à certaines fréquences. Et c'est la grande majorité, c'est les neurotypiques coincés dans le cerveau gauche, donc la matière et le regard de la mort. Et on voit le résultat, les guerres, la famine, la mafia. Et tout le monde trouve ça normal en disant que ça fait partie de l'être humain. C'est pas faux par rapport à une certaine catégorie d'individus. Par contre, il y a des véhicules qui ont survécu au traumatisme des siècles et millénaires passés et qui ont encore des capacités de perception plus intenses, plus importantes, et même des capacités à régler leur sens. Donc là, je parle aux neuroatypiques qui se seront reconnus. Je l'ai vécu très souvent. Une odeur me dérange, je peux enlever l'odeur. C'est-à-dire que je la sens plus. Un bruit me dérange, j'ai deux réactions. Soit j'arrive à le maîtriser et à ce moment-là je ne l'entends plus, c'est comme si on avait baissé le volume, ou soit je ne le peux pas et là c'est horrible et il faut que je me bouche les oreilles. J'ai observé ça chez moi, sur ces deux sens surtout, mais aussi au niveau de la vue. Et d'ailleurs, pour donner du corps en fait à mon propos, cette extrême sensibilité est considérée par ceux qui ne l'ont plus comme un défaut. Et c'est amusant quand on connaît la psychologie et qu'on sait ce qu'est une projection, comment beaucoup, et donc la majorité, et même dans le milieu médical, pour la grande majorité, mais c'est quand même un objectif, par qui est financé le milieu médical? Il faut se poser les bonnes questions. Qui organise la structure des transmissions de l'information, c'est-à-dire l'enseignement? Est-ce que c'est les citoyens qui veulent faire évoluer les choses? Bien sûr qu'ils sont là et ils le font à travers leurs interrogations, leurs passions, leurs attractions, puisque nous sommes des êtres créateurs, pour ceux qui ont encore l'aptitude de connecter la conscience. Mais la grande majorité fonctionne plus maintenant comme des handicapés, et donc projette sur les gens qui ont de grandes sensibilités leur handicap à eux. Et comme nous sommes minoritaires, nous sommes stigmatisés. Et il est clair que nous sommes quelque part les gardiens du passé, où l'humanité a eu ses attitudes. Quand vous entendez que les Sumériens définissent 99 sens, ils les appellent des M-E, des pouvoirs spirituels. Et en fait, ce sont des sens, des aptitudes A. Et quand on voit dans la religion de l'islam les 99 noms de Dieu, en fait, d'un point de vue spirituel, ce sont des informations pour étudier comment fonctionne la conscience, comment l'inscrire en soi dans le corps, comment l'utiliser à bon escient pour le bien commun et soi-même, bien évidemment. La religion, elle va vous dire tu es faible, tu es mauvais,
tu dois obéir, et si tu obéis aux règles qu'on te donne, à ce moment-là, Dieu sera là pour toi et va te récompenser. Et si tu n'obéis pas, eh bien, il va te punir. Et je l'ai vraiment vécu très profondément avec les témoins de Jéhovah. J'ai eu la chance que mon père rentre là-dedans, j'avais déjà 11 ans. Donc mon père est certainement comme moi et il avait besoin de trouver un sens. Et du coup, cette religion va le sécuriser et lui donner le droit de ressentir les choses intensément. Mais j'ai quand même vu le programme mental qui était induit à cela. Je fais une petite pause, je vous reviens, il y a du bruit autour de moi. Alors cette petite pause était parfaite parce que ça me permet de... Pour ceux qui me connaissaient, vous savez que je répète beaucoup de choses, mais il est important que ceux qui s'en viendront attirés par la fréquence et la résonance puissent avoir un petit peu le chemin. L'objectif de ce que je vais proposer étant d'accompagner des gens à trouver leur direction à travers une déprogrammation de manière à assumer leur spécificité et à en jouir au quotidien. J'ai suffisamment d'expérience, d'appui dans ma vie pour transmettre cette fréquence et de manière aussi pragmatique donner des outils. Donc je vous ai parlé de la prophétie des Andes, mais il y a aussi les accords Toltec et Ho'oponopono. Pour l'instant j'en suis là, à savoir que j'ai été très attirée impulsivement dans une connexion interne avec mon âme vers les sciences je dirais entre guillemets occultes, et pour me rendre compte qu'aujourd'hui c'est plus de la religion qu'une technologie et que c'est plutôt les gardiens de cette façon de fonctionner neuroatypique ancestrale, donc plus connecté au corps astral, un équilibre entre le corps astral et le corps matériel, donc un équilibre entre le cerveau gauche et le cerveau droit, et qui utilise la connaissance du temps, puisque c'est le temps qui définit la matière. Et que sur notre continent, on peut retrouver cela à travers les Grecs qui nous parlaient du chronos, du kairos et de l'aion, en français Léon, avec un apostrophe, et de voir qu'il y a des scientifiques comme Philippe Guillemant, comme Nassim Araméen, qui vont donner une légitimité à ce que j'ai vécu, et souvent les gens qui sont alignés en fait avec leur cœur et leur âme, même si nous pouvons souffrir d'une inadaptation à la majorité et au code de la société, et donc y trouver sa place, nous vivons les choses. Et lorsque nous nous posons les bonnes questions, la guidance va nous mener dans le corps à découvrir des experts qui consacrent leur vie. Et c'est comme ça que pendant des années, je me suis intéressée, j'ai étudié certaines choses, et que j'ai découvert en fait comment nous avons perdu de millénaire en millénaire et de siècle en siècle le sens profond et initial, et nous arrivons à des religions finalement, la religion de la numérologie, la religion de l'astrologie, et que finalement si nous nous intéressons à cela, nous partons et nous sommes récupérés dans notre fréquence par des égrégores. Donc j'en étais là, le cerveau émet des ondes, des pensées, et donc dans le milieu plutôt spirituel et du développement personnel, on va parler de l'égrégore, mais d'un point de vue plus psychanalytique ou philosophique, on va parler donc d'archétypes. Et c'est clair que dans les plans subtils, ça laisse une empreinte, et nous sommes tellement plus que ce que nous pensons lorsque nous sortons de nos pensées, et les neuroatypiques, les ultrasensibles, qui ont beaucoup de perceptions, en fait, nous captons ces choses-là et nous pouvons nous faire attraper. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses à partager. Je vais faire plein de vidéos sur 3 communications différentes. Donc celle avec les codes du milieu psychologique, les codes du milieu spirituel, et pour en fait déprogrammer de la stigmatisation psychiatrique aujourd'hui, parce que vous avez quand même des gens absolument splendides qui se retrouvent en hôpital psychiatrique dans une immense souffrance, qui atterrissent là parce qu'en fait ils ne savent absolument pas gérer leurs perceptions et les subissent, et ils sont les proies à certaines entités parasitaires énergétiques qui viennent communiquer avec eux et leur donnent des visions de terreur et de peur, en se nourrissant de leurs émotions de souffrance liées à cette inadaptation. Donc
J'ai accompagné pas mal de gens comme ça d'ailleurs, hein, lorsque j'étais guérisseuse de l'âme, et j'ai vécu des petits miracles. Voilà, bien sûr, donc toute une série de vidéos plutôt portées sur la communication, les définitions du langage plutôt spirituel, et donc pour déprogrammer les écueils de la religion qui cadenassent et enferment certains avec justement des entités qu'ils pensent être Marie, qu'ils pensent être un archange, qu'ils pensent être un guide, et qui finalement c'est du perdant-perdant, et on expie, on transmute, on libère le karma, etc. Tous ces écueils-là, hein, j'ai quand même vécu 6 ans et demi dans la Haute-Vallée de l'Aude. Et puis le troisième axe qui sera plutôt associé au développement personnel, et donc il fait un peu le pont d'ailleurs dans ces deux représentations, l'une vraiment psychanalytique, donc plus axée sur l'étude mentale, et puis le spirituel plutôt axé sur l'aspect énergétique, et on a entre les deux tout un courant de communication sur les hypersensibles, et donc plutôt l'aspect des sens et de l'émotion, et les résultats que ça engendre. Et j'ai vraiment envie, voilà, sans filtre, de communiquer beaucoup de choses. Et cette chaîne Cyrénéa, l'art de la résonance, j'ai envie d'avoir vraiment, à 36 minutes pile au moment de mon enregistreur à l'instant, le cadeau de vous transmettre comment utiliser des codes qui sont là dans les archétypes ou qui sont là dans la mémoire collective. Et si vous avez été attiré par les astres, et si vous êtes attiré par les chiffres, les nombres, c'est pas par hasard. C'est des formes de vie quelque part, à travers l'énergie qui aura été placée depuis très très longtemps pour bâtir, construire, se repérer et prévoir l'avenir. Donc faut pas non plus, c'est pas parce qu'on va jeter l'eau sale de la transformation religieuse, on va pas jeter non plus le bébé, c'est-à-dire toute l'énergie et l'information qu'on pourrait utiliser pour créer sa réalité et sortir de la masse vibratoire qui amène droit dans le mur. Bon, bah cette fois je crois que c'est tout bon, ça s'agite ici. Et je vous ferai d'autres vidéos dans ce format, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment prévu ce que je vais vous dire avant de me poser devant la caméra. J'ai juste quelques lignes conductrices et après je me laisse porter. Et celle d'aujourd'hui, c'était de revenir avec mon sourire et de communiquer avec vous ce petit chemin qui m'amène à cette nouvelle réorientation. Puisque pour ceux qui me connaissaient et qui êtes passés sur 3 chaînes jusqu'à arriver à celle-ci, donc vous êtes passés par le tamis, et merci d'être là. Vous le savez, j'ai été passionnée par l'étude de l'astrologie, la numérologie et du calendrier maya. Parce qu'en fait, la prophétie des Andes, les accords toltèques, Ho'oponopono, c'est sur le même méridien que le Guatemala, à Hawaï. Et en fait, le calendrier maya, donc au Guatemala, sont des outils qui ont traversé le temps, qui ont survécu à la colonisation christique, pas christique, excusez-moi, parce que le terme christique est magnifique, mais plutôt de la religion, d'une idéologie romaine qui s'est inscrite et qui a récupéré tout un mouvement de refus par rapport à l'Empire romain qui était absolument monstrueux, puisque les territoires envahis, les parasites politiques et économiques volaient tout, pompaient tout, s'appropriaient les territoires, s'appropriaient les gens, les tuaient, les vendaient, et donc dominaient et géraient par la terreur, et se disaient évoluer. Alors bien sûr que dans ces populations, ça ressemble assez encore aujourd'hui, le monde, la pensée occidentale est une continuité de ces empires-là, et on arrive au bout. Parce que si l'humanité ne se réveille pas, de toute façon il y aura beaucoup de véhicules qui vont se retrouver à la casse, hein, à cause de l'atavisme et puis à cause des idéologies de certains qui sont associés à des prédateurs énergétiques. Et en même temps, je vous dirais toujours que dans le plan divin, on est au-delà de la dualité. Et donc ces 3 temps, le chronos c'est le corps mortel et le corps astral. Le kairos c'est la connexion à l'âme, au monde multidimensionnel, donc on a un temps simultané et multidimensionnel, et il est dans toutes les directions, il n'est pas comme le chronos qui est le temps de notre incarnation avec le passé, présent, futur, et le temps quantique qui là rejoint plutôt le temps divin. Et toutes les civilisations anciennes savaient cela puisqu'ils avaient beaucoup plus d'aptitude. Donc ils n'étaient pas figés dans le corps, ils savaient que le corps n'était pas eux. Ça devenait eux dans la fusion, mais ils savaient que c'était un vêtement.
Et donc, même le Christ parlait de vêtements, qu'il faut lâcher la tunique. Et en fait, le vêtement, la tunique, c'est le corps biologique. Pour retrouver en fait le corps astral qui est le pont avec l'âme, qui elle, en fait, à travers le multiton et l'aspect multidimensionnel de l'espace, est une conscience unifiée qui se propulse et se propage dans différentes époques, dans différents corps, donc dans différents espaces, et que tout est associé, et tout est interrelié. Et avec la rétrocausalité, on redécouvre cela. Et je remercie beaucoup en France l'ethnologue biologiste Romuald Le Terrier, qui avec Jocelyn Morisson ont pas mal réalisé d'ouvrages, de conférences sur ce sujet, et qui fait que la pensée occidentale puisse l'approprier. Donc si par rapport à mes propos, vous sentez une attraction, vous vous sentez en reliance, mais qu'il y a des moments où ça bug et vous comprenez rien à ce que je raconte, c'est tout à fait normal. Parce que vous avez certainement des connexions neuronales, des accords qui devront être rompus pour davantage accéder à la conscience d'une communication d'un cerveau neuroatypique qui ne fonctionne pas de façon séquentielle et linéaire et matérialiste, mais d'une manière plus spirituelle, en arborescence. Et c'est pourquoi dans ma communication, on peut avoir cette sensation que ça part dans tous les sens, alors qu'en fait, je suis dans la sphère et tout est interrelié. Donc merci pour votre attention. Si vous avez apprécié, merci de liker, comme d'hab. Je le demande parce que ça aide à la visibilité, bien sûr. Si vous avez envie de voir l'évolution, puisque là je redémarre à zéro, après 18 ans d'accompagner vrai en individuel et en collectif en tant que guérisseuse de l'âme et coach spirituel vers la fin. Là, j'ai plus envie d'être dans ces termes. Donc, pour l'instant, je suis une pilote de résonance. J'ai envie de vous emmener en voyage avec moi, de décoller de la Terre et puis dans la résonance, de voir ce qui fait écho pour vous. L'objectif étant mon assise, mon autonomie, réaliser mes rêves dont je vous parlerai dans une autre vidéo et que vous puissiez, vous aussi, trouver du sens et une direction pour... Puis ça me fait tousser. Pour vous positionner au mieux dans cette transition mondiale vers la 4e révolution industrielle. Je vous embrasse, je vous aime et souvenez-vous en vérité, nous nous aimons tous et toutes de toute éternité.